Bonjour à tous, il est 13h01, donc on va pouvoir débuter. Je vous souhaite la bienvenue au webinaire de cette semaine. En collaboration avec Arcticnet et avec le Centre d'études nordiques, l'INQ vous propose aujourd'hui une présentation du chercheur Fabrice Calmel, qui est titulaire d'une chaire de recherche sur le pergélisol et les géosciences à l'Université du Yukon. La présentation de M. Calmel est composée de deux parties et on prendra quelques minutes en fait, à la fin de chacune des parties pour vous laisser la chance de lui poser vos questions. Pour ce faire, vous pouvez utiliser n'importe quelle fonction dans Zoom, là, que ce soit le chat ou simplement laver la main pour qu'on vous donne la parole. Donc, comme d'habitude, l'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui sera disponible d'ici 24 heures sur le site web de l'Institut nordique du Québec. Surtout, n'hésitez pas à partager l'enregistrement aux personnes de votre entourage qui pourraient être intéressées par le contenu. Donc, sans plus attendre, je cède la parole à notre invité, M. Fabrice Calmel. Merci. Donc oui, cette présentation va être en deux parties. Pour la première partie, je vais vous présenter les projets sur lesquels nous avons travaillé ces dernières années. En deuxième partie, on devait avoir Louis-Philippe Roy, qui est un chercheur avec nous, qui devait discuter du pergélisol de Whitehorse, mais Louis-Philippe vient d'être papa et donc il ne pourra pas faire cette présentation. Donc à la place, j'introduirai un projet qu'on est en fait en train de mener avec l'Université Laval sur le développement d'un système d'alarme pour les hasards liés au pergélisol. Donc, nous sommes basés à Whitehorse. Donc, vous pouvez voir une image à gauche et le campus sur l'image de droite. Nous avons commencé à travailler. À l'origine, il n'y avait pas de recherche sur le pergélisol ou très peu de recherche appliquée à ce qui était à l'époque le collège. Nous avons réellement commencé à travailler sur ces questions, en tout cas moi, en tant que contracteur en 2011. Un peu plus tard, en 2014, nous avons été capables d'ouvrir une petite unité de recherche, essentiellement deux personnes, moi et Louis-Philippe. Et nous avons commencé à adresser les inquiétudes soulevées par des institutions qui avaient au Yukon, mais aussi beaucoup de communautés au Yukon, qui commençaient à avoir des inquiétudes concernant le pergélisol et l'impact du dégel du pergélisol sur les communautés et aussi sur les infrastructures. Donc, je mets cette petite diapositive pour expliquer quel est grosso modo le problème avec le pergélisol. Le problème avec le pergélisol, qui est un sol gelé, et ça peut être n'importe quel type de sol, et que souvent il peut contenir de la glace, comme ce qui est montré sur cette photo. Cet échantillon a été pris près de la route de l'Alaska. Et quand le pergélisol dégèle, la glace va fondre, et comme vous voyez sur les photos de droite, dans ce cas-là, le sol est remplacé par de l'eau. Dans le paysage, cela se traduit par ce genre de paysage. Vous commencerez à avoir des mares qui vont apparaître, des milieux humides. Si vous regardez ici, ce sont des réseaux de points de glace qui sont en train de dégeler, des mares sont en train de se former. Ici, c'est des boisés qui sont en train de disparaître, donc le paysage change, la végétation change, et ce sont des milieux humides qui sont en train de se former. Cet exemple est issu de mon site de thèse que j'ai fait à l'Université Laval, que j'ai terminé maintenant une quinzaine d'années. Là aussi, vous voyez des buttes de pergélisol sont en train de dégeler et remplacés tranquillement par des mares. Et cet autre exemple vient d'un village du Yukon, nommé Old Crow, où des glissements de pente sont en train de se former à cause du dégel du pergélisol. Ce qui se produit sur le paysage va également se produire pour les infrastructures qui s'y trouvent, ainsi que les communautés qui s'y trouvent. Je montre ici quelques exemples de l'impact du dégel de pergélisol sur des chemins de fer, sur une route ici au territoire du Nord-Ouest, sur des bâtiments, ici c'est des bâtiments en Sibérie, sur une route en Alaska, et ici un célèbre bâtiment dans la ville de Dawson City, qui est bâti entièrement sur le pergélisol, qui est bâti en partie sur le pergélisol. Et comme vous pouvez le voir, certains bâtiments ont été affectés par le dégel du pergélisol dans cette ville.
Donc, dans le cadre de notre projet, nous avons développé toute une boîte d'outils, de méthodes que nous utilisons pour notre travail. Et généralement, ce que nous faisons, ce que nous performons, ce sont des évaluations environnementales qui se basent beaucoup sur la cartographie de la géologie de surface et donc aussi des études de géomorphologie. Et pour cela, on va faire beaucoup d'études de terrain, mais aussi étudier l'imagerie aérienne. On va échantillonner le pergélisol, soit avec un petit système que nous avons développé qui nous permet d'échantillonner à 6 ou 7 mètres, soit directement en contractant des foreurs avec la participation d'organisations du Yukon. On va faire donc l'étude géotechnique du pergélisol pour comprendre les propriétés géotechniques du pergélisol. Comme nous étudions souvent l'impact des changements climatiques sur le pergélisol, chaque fois que nous performons une étude, nous allons mettre en place un suivi du site avec un forage instrumenté de senseurs de température, mais aussi de temps en temps, nous allons mettre une station météorologique pour étendre les observations faites à partir d'un simple forage. Nous allons utiliser de la géophysique, essentiellement de la résistivité électrique tomographique. J'expliquerai ça un peu plus tard. Parfois du géoradar. Et récemment, on a fait un test avec de l'électromagnétisme. Enfin, récemment, cette année, nous nous sommes pourvus d'un système, d'un drone pour faire l'étude de nos sites et la photographie aérienne de nos sites par nous-mêmes, ainsi que faire des modèles photogrammétriques, dont je montrerai des exemples un peu plus loin. Donc, voici une carte du Yukon et voici une carte de la distribution du pergélisol au Yukon. Comme vous pouvez voir, essentiellement, la distribution du pergélisol se fait du sud vers le nord, où plus on monte vers le nord et plus on va avoir de pergélisol dans le terrain. Et vous pouvez voir également que nous avons un certain nombre de communautés qui sont construites sur du pergélisol. Donc, j'ai parlé de Dawson tout à l'heure, qui est une ville, on va dire patrimoniale, la célèbre ville de la ruée vers l'or de 1898. Old Crow, dans lequel on travaille et qui est situé sur du pergélisol continu, mais aussi tout un réseau de villes situées dans du pergélisol discontinu. Ici, à Whitehorse, nous sommes plus dans du pergélisol sporadique et discontinu. On n'a pas de pergélisol dans la ville en particulier, mais on en a un peu autour. Voici un exemple d'un cluster, d'un groupe de bâtiments dans la communauté de Ross River. Et ce groupe de bâtiments a été bâti sur un mauvais endroit, on va dire. Ici, dans la photo du centre, vous pouvez voir une photo d'un mur dans l'école de Ross River, où le mur se sépare littéralement en deux. Donc, vous pouvez voir le jour à travers une craque. Le bâtiment est en train, en fait, de basculer. C'était à l'époque où nous avons fait cette étude. Depuis, l'école a été remise à niveau et donc des réparations ont été faites, je vous rassure. Ici, des fenêtres commençaient à tomber dans la librairie. Là, c'est la piscine qui est le bâtiment encadré en mauve ici, où la dalle de béton s'est fissurée, la piscine commençait à fuir, ils ont mis un recouvrement à l'intérieur. Ça, c'est un exemple d'un pilier de soutien de l'école qui se fendait. Et enfin, ici, on voit des fondations qui ont été réajustées pour pouvoir accommoder le mouvement du pergélisol. Ceci montre, donc je replace ici sur cette carte où est situé Ross River, à la limite entre du pergélisol discontinu sporadique et extensif. C'est un exemple de profil IRT que nous avons fait dans ce secteur d'investigation. Cette petite figure montre ici tous les profils de résistivité électrique que nous avons fait. Ce que nous faisons avec la résistivité électrique est assez simple. On fait en fait une cartographie en 2 dimensions, un profil du sol, en se basant sur les propriétés électriques du sol. Pour expliquer les choses de manière basique, si le sol est gelé, donc il contient assez peu d'eau liquide, il devrait être assez résistif. Si le sol est dégelé,
Dans ce cas-là, il va contenir de l'eau liquide, il va contenir des pores avec de l'eau, et le sol devrait apparaître comme moins résistif. Donc, sur cette figure, tout ce que vous voyez en bleu, en bleu et noir sont des terrains censés être résistifs, jusqu'à à peu près 200, 300 ohms mètres. Donc, en fait, tout ceci, même en rouge, est du pergélisol. Ce que l'on voit, ce qu'on essaie de cartographier, c'est la distinction entre des terrains gelés, des terrains non gelés, mais aussi des terrains riches en glace. Donc, pour éviter le genre de problème qu'on a à Ross River, ce que l'on fait, généralement, c'est que, et c'est un projet que nous avons mené au début de la formation de notre groupe, ça a été de cartographier le pergélisol et les propriétés du pergélisol dans plusieurs communautés du Yukon. Je pense qu'il y en a eu 8 ou 9. Donc, dans ce projet, nous allons faire des études de terrain. C'est très comparable à ce qu'a développé Michel Allard pour son équipe de recherche, où il a cartographié toutes les communautés dans le Nunavik. Nous avons fait quelque chose de très similaire. Nous avons cartographié les dépôts de surface, fait des forages, fait des études géophysiques pour établir une carte en 3 couleurs qui vient indiquer les zones dans lesquelles il est conseillé de se développer, de construire, et aussi indiquer les zones qu'il est préférable d'éviter. Donc, la couleur est simple. Si vous êtes dans du vert, vous pouvez construire sans trop faire attention. Si vous êtes dans du jaune, vous devriez faire attention et faire quelques études géotechniques supplémentaires pour vous assurer des endroits où vous bâtissez. Si vous êtes dans le rouge, il est préférable d'éviter d'y aller. Si vous n'avez pas le choix, il va falloir utiliser des techniques spécifiques pour les fondations et préserver le pergélisol sous les buildings. Comme nous avons la même approche avec l'Université Laval et avec Michel Allard, nous avons développé en collaboration un atlas qui est maintenant en ligne. C'est l'atlas du pergélisol et des hasards. J'ai mis l'adresse ici. Donc, si vous voulez voir toutes les cartes de pergélisol qui ont été développées au Québec ainsi qu'au Yukon et pour certaines au territoire du Nord-Ouest, tout ça est mis en ligne et donc complètement accessible aux communautés et aux managers qui, s'ils veulent avoir de l'information sur leur territoire et leur communauté, peuvent aller chercher cette information dans ce site. Je précise que nos cartes sont également disponibles sur notre site au centre de recherche et qu'elles sont accompagnées d'un rapport explicatif. Donc, tout ce travail-là est fait essentiellement pour satisfaire les besoins des communautés et des planificateurs qui ont besoin de cette information pour pouvoir développer la communauté de manière rationnelle s'ils considèrent le risque causé par le pergélisol. Notre type de travaux que nous avons fait, ce sont des études où on a cartographié le pergélisol à la grandeur d'un territoire, mais également nous avons superposé sur cette cartographie des données issues du savoir traditionnel ou des données d'utilisation du territoire. Et en utilisant ces données, nous avons été capables de dire, par exemple, quel était le type de chasse qui pouvait être impacté par advenant le dégel du pergélisol dans les prochaines décennies. Comme je l'ai dit, nous travaillons en partenariat avec les communautés. Les communautés sont impliquées avec nos travaux et nous essayons aussi de faire du networking avec les chercheurs travaillant dans ces communautés pour mettre à disposition de manière compréhensible et accessible les résultats de nos travaux. Donc, par exemple, ici, nous avons développé ce qu'on appelle une story map. C'est un petit site, un site web dans lequel vous pouvez faire défiler une histoire et voir toute la recherche qui est en lien avec le pergélisol dans la communauté de Old Crow. Donc, il y a différents, ici j'ai mis différents, comment on appelle ça, sauvegarde d'écran.
On voit des cartes qu'on a faites avec la communauté. Sur les terrains, par exemple, quand on va aller sur le terrain et qu'on cherche à caractériser le pergélisol, on va aller dans des terrains qui sont priorisés par la communauté. Ce sont des terrains qui, pour eux, ont une signification, que ce soit pour la chasse, que ce soit pour des activités traditionnelles. On essaie vraiment de voir comment les changements climatiques vont changer leur habitude de vie, changer leur manière de vivre sur leur territoire à cause du dégel du pergélisol. De plus en plus, on est en train de travailler aussi sur des questions plus culturelles et sociales. Comme je l'ai dit, quand le pergélisol dégèle, le paysage est en train de changer et tout ce qui s'y trouve. Bien sûr, il y a les villages, les communautés avec les bâtiments, les maisons, il y a aussi les routes, mais il y a aussi toute une valeur patrimoniale propre au territoire qui est en danger. Là, j'ai mis des photos d'exemples de cimetières. Il y en a un qui vient de Herschel Island, au Yukon, où vous voyez que le pergélisol dégèle, donc des mares se forment et les tombes s'enfoncent dans le sol. Ici, c'est un autre exemple à Rankin Inlet, où vous voulez voir que le pergélisol s'affaisse à certains endroits. Et enfin, ce que vous voyez sur l'image de gauche, eh bien, c'est une de nos études faites avec le drone, où nous avons fait la mosaïque photo d'un site patrimonial de la communauté de la Première Nation de Champagne et Égiat. Nous avons cartographié leur premier site d'établissement le long d'un lac qui s'appelle Clew Lake. Et nous avons donc fait un survey et reproduit en 3 dimensions ce site patrimonial pour conserver une trace physique, en tout cas digitale, de ce site, advenant des risques liés au dégel du pergélisol, mais aussi, par exemple, des incendies. C'est un site important, donc on essaie d'archiver maintenant le plus possible des paysages, des sites patrimoniaux de manière digitale pour les communautés, car ces sites-là, si le paysage change, sont appelés parfois à disparaître. J'attaque maintenant un autre sujet de ma présentation, qui est notre deuxième, on va dire, gros sujet d'étude dans notre unité de recherche. Ce sont les infrastructures de transport. Toutes ces communautés, à l'exception de Old Crow, sont reliées par des routes qui sont souvent ou en partie bâties sur du pergélisol. Et ces routes-là sont impactées par le dégel du pergélisol. Jusqu'à présent, nous avons travaillé essentiellement sur 2 de ces routes. La première, c'est la route de l'Alaska, qui part de Colombie-Britannique, qui traverse tout le Yukon pour se rendre jusqu'en Alaska. Et la seconde, c'est l'autoroute de la Dempster, qui est la route qui relie le reste du Canada jusqu'à l'océan Arctique, en passant par les territoires du Nord-Ouest. Donc, il faut savoir que il est extrêmement coûteux de maintenir une route sur du pergélisol, entre 22 000 et 36 000 $ de plus que pour une route normale, par kilomètre et par an. Ça représente à peu près 5 fois, entre 5 et 10 fois, c'est dépendamment des sites, plus d'argent à dépenser pour maintenir ces routes que pour une route dans le sud. Dans le cas de l'Alaska Highway, que je présente ici sur cette image, c'est une route qui est faite sur une surface bitumineuse. Et à certains endroits, elle requiert d'être reconstruite, en fait, refaite. La surface demande d'être refaite aux 3 ou 4 ans, en comparaison aux 15 années nécessaires pour le sud. Il est important pour noter que des études climatiques ont démontré que, et spécifiquement cette section-là, qui est la section nord de la Skyway, devrait être sujette à un réchauffement des températures de l'ordre de plus 2 à 2,5 à 4 degrés Celsius
d'ici les 30 prochaines années. Vous pouvez imaginer ce que ce réchauffement peut avoir comme effet sur le pergélisol. Cette photo ici montre l'autoroute du temps de sa construction, et du temps de sa construction déjà, c'était assez problématique. Maintenant, nous allons voir à peu près ce qui se passe de nos jours et comment nous avons fait pour aider le service des transports du Yukon pour développer une stratégie de maintenance et d'adaptation pour cette route. Donc, la première chose que nous avons faite, eh bien, c'est comme ce que nous avons fait pour les communautés. On a essayé de faire une étude sur les 200 derniers kilomètres du Yukon de cette route, où nous avons cartographié la vulnérabilité au dégel du pergélisol de la route. Et nous avons mis ça sous la forme d'un guide de terrain qui sert à Highway and Public Works à savoir exactement sur quel type de terrain il se trouve et à quoi s'attendre en termes d'entretien et de maintenance. Cette figure à gauche montre un exemple typique avec d'un côté le type de cartographie de la route avec sensiblement le même type de couleur, vert, orange et rouge qu'utilisé pour les communautés. Et ici, on donne aussi l'information sur le type de géologie de terrain, ainsi que le type de glace de sol qui va se trouver dans le terrain. Ceci peut avoir son importance. Donc, on a fait l'évaluation pour ces 200 km, les 200 km qui vont à peu près de Burwash Landing jusqu'à la frontière, jusqu'à l'Alaska. Et oui, comme vous pouvez voir, la route est bâtie essentiellement à 80%, la route est bâtie sur du pergélisol, dont 45%, 43% est un pergélisol riche en glace et assez problématique. Ensuite, nous nous sommes concentrés sur des sites qui étaient encore plus problématiques. Donc, nous avons sélectionné des sites qui causaient des problèmes. Ici, c'est le site de Dry Creek. Et comme vous pouvez voir, dans ce site-là, ils sont venus, ils ont extrait de la gravelle, ce qui a déclenché du dégel de pergélisol. Ici, vous pouvez voir un fossé d'effondrement fait par le dégel de glace massive qui se situe sous le sol. Je présente ici, simplifié, 2 logs de terrain qui présentent la distribution de la glace dans le terrain. Et vous pouvez voir qu'il y a parfois jusqu'à 7 à 8 mètres de glace sous le terrain. Et quand cette glace dégèle, ça impacte la route et les terrains avoisinants. Donc, c'est un terrain assez problématique pour le service des travaux du public du Yukon. Nous en avons fait la caractérisation en utilisant des forages, en utilisant la résistivité. Si vous regardez ces profils de résistivité, ici, il faut comprendre que tout ce qui est bleu est très riche en glace ou est de la glace, et tout ce qui est plus rouge est déjà dégelé ou moins riche en glace. Et en se servant des profils de résistivité, nous avons fait une espèce de cartographie de la distribution de la glace massive sur ce site. L'étape suivante a été de faire une collaboration avec le professeur Guy Doré de l'Université Laval pour développer des techniques de conservation du pergélisol adaptées et spécifiques au site. Donc, dans le cas présent, par exemple, plusieurs techniques ont été étudiées et proposées. Je présente ici un diagramme pour un schéma théorique pour instrumenter le site de Dry Creek avec des thermosiphons. C'est un dispositif qui aide à refroidir le pergélisol en hiver. Nous avons mis ça entre les mains du service des travaux publics du Yukon, qui est ensuite allé voir une firme de consulting pour développer le système de thermosiphon pour le site. Et je présente ici, en fait, donc les diagrammes de construction de ces thermosiphons pour préserver ce site. Et finalement, voici une image du site tel qu'adapté et tel que construit cette année, où vous pouvez voir
je m'excuse. Vous pouvez voir les thermosiphons qui sont installés le long de la section de route qui a de la glace massive en dessous. Il y a 58 thermosiphons et ça a été développé sur 400 mètres. Ce projet-là, donc depuis la cartographie jusqu'à l'implémentation du site, a pris quand même à peu près 8 ans, du début des travaux jusqu'à la fin. Et ça a nécessité la collaboration du gouvernement du Yukon ainsi que de notre université, de l'Université Laval, mais aussi de l'industrie. Donc, c'est un bon exemple de comment on peut adresser des problèmes spécifiques au pergélisol en faisant des études pluridisciplinaires qui impliquent de la cartographie, de la géographie physique, de la géologie, de l'ingénierie. Ensuite, nous avons l'autre route, donc la route de la Dempster. Et pour cette route, nous avons travaillé avec le service des routes du Yukon pour développer ce qu'on appelle un plan fonctionnel. Donc, on a caractérisé la route pour être capable de développer une stratégie d'adaptation et de maintenance de la route pour les prochaines décennies en se basant sur les propriétés du pergélisol qui sont sous la route. On a étudié certains géohazards qui sont vraiment spécifiques à la route. Comme vous pouvez voir, il y en a légion, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de types de géohazards. On a des glissements de terrain qui se forment, on a des fossés d'effondrement, on a de l'érosion qui vient de la rivière sur la route, on a des phénomènes de subsidence, on a de l'érosion thermique, c'est-à-dire de l'eau qui passe sous la route, qui érode le pergélisol et fait fondre le pergélisol. On a de la dégradation pure et simple. Je vais donner juste quelques exemples de type, par exemple, de fossés d'effondrement qui se sont formés sur la route. C'est un souci majeur pour le service des routes du Yukon parce que ce genre de trou peut se former en l'espace de quelques heures, parfois d'une journée, complètement à l'insu des managers de la route et causer un gros risque. Il y a déjà eu en fait un mort sur cette route à cause de ça et plusieurs accidents. Donc, ils cherchent vraiment à comprendre comment ces fossés se forment et éventuellement comment les anticiper. Donc là, c'est l'exemple d'un fossé au kilomètre 84 de la route, aux côtés du Yukon. Je vais juste peut-être revenir en arrière. Ce qui s'est passé ici, c'est que le pergélisol a dégelé sur les bordures de la route. L'épaule de la route a basculé et cela a ouvert une fissure dans le sol qui a disjoint un ponceau ici. L'eau a pu s'infiltrer, les sédiments ont pu partir et le trou s'est formé. Pour les kilomètres 93 et 94, c'est un autre type de sinkhole qui se forme, et cette fois, c'est dû à de l'érosion thermique. Donc, vous pouvez voir ici, et les deux sites sont très comparables. Le pergélisol s'affaisse, ça ouvre des petits décrochements dans le paysage. La glace est visible même si vous allez proche de ces sites. Vous pouvez voir de la glace. Et ceci, sur les deux images qui sont situées à droite, représente des coins de glace, donc de la glace pure qui est située peut-être à 1 mètre, 1 mètre 50 en dessous de la surface du sol. Et quand le pergélisol commence à dégrader, de l'eau va commencer à s'accumuler. Les calveurs, les ponceaux qui sont sous la route ne fonctionnent plus. L'eau va commencer à circuler sous la route, hors des ponceaux, en érodant les coins de glace, et des fossés d'effondrement vont se former sur la route. Et ça va demander des maintenances très intensives pour pouvoir continuer à garder la route ouverte. Un autre exemple de fossé d'effondrement, et ce fossé-là se forme depuis 2014, et même en 2020, il continue à se former. Chaque année, il revient systématiquement. Nous avons fait une étude pour essayer de comprendre exactement ce qui se passait. Donc, je présente ici une construction en 3D où on a replacé les profils de ERT pour essayer de comprendre la distribution du pergélisol dans le site.
et également un suivi des températures souterraines du pergélisol pour essayer de comprendre ce qui se passait dans le terrain. Et ce que nous avons observé, ce que vous pouvez voir ici, c'est un suivi des températures le long de 2 années à peu près, avec 2 étés inclus, dans un forage sur le site, sur à peu près une quinzaine de mètres de profondeur. Et ce qu'on a observé, c'est des zones de réchauffement saisonnières dans le sol qui sont sans doute dues à la présence de passages d'eau souterraines dans le pergélisol qui lessive des matières fines. En enlevant ce matériel, un trou se forme et va former ensuite va s'effondrer et former un trou dans la route. On a réussi à faire une espèce de corrélation entre la variation des températures dans le sol liée à la variation des précipitations dans la région. Donc, les précipitations sur la Dempster ont vraiment un rôle majeur dans ce qui est des dégradations du pergélisol. Finalement, on est en train de faire donc une carte de vulnérabilité pour cette section de la Dempster, un peu sur le même principe de l'Alaska Highway, mais cette fois en essayant de faire un détail plus important sur le type de hasard lié à cette carte, à cette route. Ok, j'arrête là la première partie de ma présentation. Est-ce qu'il y a des questions? OK, je vais lancer la balle. Ici, Debisto INQ. Je veux, malgré vos cartes de risque, est-ce qu'il y a toujours une étude géomorphologique qui est faite avant la construction d'un bâtiment ou un aéroport ou quelque chose comme ça? D'ordinaire, ils font des études géotechniques sur le site. Donc, nous donnons nos cartes, les communautés les cartes à disposition. Mais maintenant, ce que nous demandons aux communautés, c'est que ils choisissent leur terrain sagement, mais qu'ils fassent toujours une étude géotechnique liée à avant la construction du bâtiment, d'accord? Les cartes sont là pour à titre indicatif, mais l'idée, c'est de dire, si vous commencez à essayer de construire dans cette zone, peut-être vous aurez moins de problèmes et ça vous causera moins de problèmes. Plutôt que de commencer à chercher dans une zone qui est pas assez bonne, vous allez découvrir en faisant des études géotechniques coûteuses que c'est pas souhaitable de construire. Mais pour répondre à votre question, d'ordinaire, c'est laissé entre les mains des ingénieurs et des géotechniciens. Et d'études environnementales impliquant une compréhension géomorphologique, c'est rare qu'ils les font. Donc, c'est l'élément nouveau que nous, on a apporté, c'est-à-dire une meilleure compréhension de la géomorphologie, de la géologie de surface pour pouvoir développer la communauté. Fabrice, j'ai une question pour toi, Marc-André Ducharme, en passant d'Articnet. J'ai une question. À quel point est-ce que les recherches scientifiques que vous faites sur le terrain, est-ce que vos notions et vos conclusions percolent bien au sein du gouvernement et des entrepreneurs en fonction? Est-ce qu'ils prennent très en considération vos études ou ils prennent ça comme des suggestions? Ben, pour le cas des services des transports du Yukon, par exemple, on est en collaboration avec eux. Et souvent, maintenant, quand ils ont un problème, quand ils ont une question, ils viennent nous voir, on en discute et on voit s'il y a moyen, si c'est nécessaire de faire plus de travaux dessus ou une approche. Tous nos rapports sont remis, sont présentés. On fait souvent un suivi avec eux. Tous les sites, l'exemple de Dry Creek est un bon exemple parce que le site a été développé suivant les recommandations qui ont été établies avec l'Université Laval et l'Université du Yukon. Donc oui, je dirais que oui, nos travaux sont pris en considération et sont utilisés par les communautés ou par les gouvernements. Merci.
Bonjour Fabrice, c'est Debbie encore. Est-ce que vous avez la difficulté de trouver des partenaires dans l'industrie privée pour est-ce qu'ils font la recherche aussi ou c'est ça? Est-ce qu'elle embarque facilement? Est-ce que l'industrie privée est très intéressée avec la recherche? Dans le cas présent, par exemple, encore une fois, pour le site de Dry Creek, les thermosiphons, finalement, l'instrumentation, les thermosiphons, l'industrie a repris nos travaux, a discuté avec nous et avec le gouvernement du Yukon et a fait le design complet pour le site. Donc, ils sont arrivés un peu après coup. Ouais. Sinon, on n'a pas vraiment eu de partenariat avec… on a eu un partenariat avec Tetra Tech IBA quand il est venu pour faire l'évaluation du site de Ross River, la communauté que j'ai présentée avec l'école qui s'effondre et les bâtiments qui sont touchés. On a travaillé avec eux parce qu'ils avaient instrumenté déjà l'école, ils avaient designé l'école et divers bâtiments qui étaient là. Ces bâtiments étaient impactés, donc on avait collaboré avec eux pour récupérer des données et discuter des problèmes en lien avec ces bâtiments. Donc, c'est essentiellement le gouvernement puis les universités qui font la recherche et qui sont les collaborateurs. Quand il s'agit de faire vraiment de la recherche, il faut comprendre qu'il y a deux logiques au travail, d'accord? Le contracteur, l'industrie va être engagé pour faire des travaux, souvent dans un contexte très particulier et très ciblé, et va s'en tenir souvent au type de travaux pour lesquels ils ont été contractés. D'accord? Notre côté, souvent, c'est que la recherche, le chercheur va arriver, va faire une évaluation et va décider du type de technique, des endroits à explorer un peu plus. Donc, on a une plus grande maniabilité pour être capable de se questionner sur les problèmes qui se posent. Et en plus, on n'a pas de souci vraiment, on n'a pas de souci sur faire du bénéfice, quoi. Tous les fonds que l'on récupère vont aller dans le projet de la recherche. Donc, on ne cherche pas à sauver. Donc, ces deux approches, c'est deux approches un peu différentes, dans le sens où vraiment, on est beaucoup plus flexible. On va suivre là où les données, les observations nous mènent, et on n'est pas contracté pour faire tant de types de forage, tant de types d'études géophysiques. OK. Merci. Peut-être une petite dernière. Est-ce que les chercheurs qui font les études sur le transit de la matière organique du continent vers l'eau, est-ce qu'ils utilisent vos cartes aussi ou comme pendant le dégel, il y a comme la matière organique qui est flushée dans les rivières? Ça dépend du type de dégradation. Dans le cas, par exemple, des glissements de pente rétrogressifs, il est vrai qu'il y a beaucoup de matériel qui est libéré du terrain et qui va dans les rivières. Il y a certains types de dégradation, comme dans les champs de butte de pergélisol, où parfois aussi la dégradation est très dramatique et on voit de la matière qui est libérée dans l'eau. Parfois, c'est plus subtil. Je pense que la matière va se dégrader toute seule sur place. On n'a pas notre recherche est vraiment très appliquée, d'accord? On essaie vraiment de donner des solutions, de chercher des pistes de solutions à des problèmes qui sont vraiment un impact direct sur la société. À date, on travaille avec des chercheurs qui étudient plus, par exemple, la libération du sédiment et des contaminants dans les sédiments. Donc, peut-être que vous savez qu'il y a beaucoup de travaux maintenant qui se font sur la libération du mercure par le pergélisol. Ça, c'est le genre de choses qui préoccupent beaucoup les communautés.
et sur lesquels nous commençons à travailler. D'ailleurs, on s'est équipé avec un analyseur de mercure parce que on connaît des sites qui, sans aucune raison, ont des taux élevés de mercure dans les poissons et dans l'eau des lacs et dans les sédiments. Et comment dirais-je? Et on a l'intuition pour le moment, on est en train de travailler dessus, que la dégradation du pergélisol et par exemple des tourbes qui sont dans le pergélisol peut être une source de contamination parce que la tourbe va fixer naturellement le mercure atmosphérique. Mais sur la matière organique elle-même, on n'a pas vraiment de projet. On collabore avec des chercheurs. Souvent, on étudie par le côté des problématiques plus fondamentales. Mais généralement, de notre côté, on essaie de se concentrer vraiment sur les inquiétudes propres aux communautés et aux partenaires. Parfait, merci. On a une question de Jeanne Gaudreau. Bonjour à tous. Petite question, je travaille dans le Grand Nord. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez mentionné, Fabrice, tout à l'heure, qu'il y avait de la cartographie qui avait été faite pour le Nunavik? Oui, par l'équipe du professeur Michel Allard. Ah, OK. Puis ça, c'est disponible sur l'Institut nordique du Québec? Bonne question. Je ne pourrais pas vous répondre pour le côté du Québec, mais nous avons mis les cartes en ligne sur cet atlas du pergélisol que j'ai présenté un peu plus tôt et qui, lui, est disponible en ligne. Donc, éventuellement, si vous êtes intéressé, je pourrais vous donner l'adresse. J'ai mis l'adresse Internet dans ma diapositive. D'accord. Si la présentation est mise en ligne, vous auriez être capable de trouver l'information. Vous pouvez également contacter Michel directement, je pense. Comme nous avons vu dans la première partie, le pergélisol cause certains soucis, notamment au niveau des infrastructures de transport. Donc, nous avons conçu un projet avec l'Université Laval qui est financé par le ministère des Transports du Canada, le Transport Canada, et qui est aussi fait en partenariat avec le ministère du Transport du Québec, parce qu'il y a des sites qui sont au Yukon et au Québec, au Nunavik. Et donc, le but de ce projet, c'est de fabriquer de designer un système d'alarme qui, et là, ici, dans cette diapositive, je montre à peu près l'idée du système. C'est que l'idée, c'est que vous instrumentez votre site avec des capteurs. Le logger fait un relevé à l'heure de ces paramètres, envoie les paramètres à un gateway. Le gateway envoie ses paramètres lui également à un serveur. Et de là, cela s'en va dans un système qui, en analysant les données reçues, va déclencher une alarme pour dire, par exemple, bien, ta route vient de s'effondrer ou il fait très chaud dans ton pergélisol en ce moment et tu devrais te méfier et t'assurer d'ici les 15 prochains jours qu'il n'y ait pas un problème qui arrive. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire un système d'alarme qui alerte les managers, comment dirais-je ça, qui alerte les gens responsables de l'entretien de ces infrastructures lorsqu'un problème est présentement en train de se produire avec le site ou potentiellement pourrait se développer. D'accord? Dans le cadre de ma présentation, je ne vais pas développer tellement le système d'alarme, je ne vais pas non plus présenter les sites du Québec, je vais juste vous présenter 2 sites qui ont été retenus pour instrumenter avec ce type de système d'alarme au Yukon. Donc, il y a un site qui est le long de la Dempster, qui est au kilomètre 116, dans un endroit appelé Chapman Lake. Et ce que vous pouvez voir sur cette diapositive, c'est que à 2 occasions, des glissements de terrain se sont produits. Et à 2 occasions, le service des autoroutes a été obligé de déplacer la route pour éviter que la route parte dans ces glissements de terrain. Et le site est problématique parce que la route est coincée entre d'un côté un lac qui s'appelle Chapman Lake et de l'autre côté une rivière avec une pente, une falaise où ces glissements se produisent. Et vous pouvez voir sur les photos qu'il ne reste plus beaucoup de place pour déplacer la route. Pour le premier site, le glissement s'est produit en 2006
Et le service des autoroutes a été obligé de déplacer la route immédiatement. Donc ici, cette photo montre à peu près où se produisent les glissements de terrain. Sur cette photo-là, vous pouvez voir la route qui a été fraîchement construite et déplacée. Et de l'eau a commencé à s'infiltrer sous le remblai, à éroder de la glace qui était présente sous la route. Donc, il y a eu de l'eau qui a chenalisé. Ici, c'est une photo qui présente l'ancien remblai. Donc, comment le remblai a été fracturé et déformé. Et cette photo a été prise à peu près 10 ans après le premier glissement de terrain. Et là, c'est une photo prise en 2017 où on voit une étudiante se tenir dans un glissement de terrain, puisque le glissement de terrain se réactive de temps en temps. D'accord? Certaines années, le glissement de terrain ne bouge pas, certaines années, le glissement de terrain bouge. Et nous pensons que c'est essentiellement lié aux précipitations. Les années qui sont humides vont impacter le glissement de terrain, et le glissement de terrain va se réactiver. Mais ce que l'on voit sur cette photo, c'est quand même que le glissement de terrain est assez grand. Vous voyez l'étudiante qui se tient à l'intérieur. On voit un coin de glace à la base. Et on voit du pergélisol riche en glace au-dessus. Ici, le deuxième glissement de terrain qui s'est produit en 2017. Également, donc, le service des routes du Yukon a été obligé de d'agrandir en fait la route sur le côté pour aller dans le champ et être capable d'éviter cette zone qui était maintenant en train de s'effondrer. Ici est une photo du glissement de terrain vu de l'intérieur avec encore l'étudiante. Ça vous donne une idée aussi de la taille de ces phénomènes. On a pu mesurer que les coins de glace qui est présenté ici, donc il s'agit de glace pure, font à peu près 3 mètres de large et 6 mètres de haut. Donc, et ces glaces-là sont présentes sous la route et dégradent régulièrement. Pour étudier le site, nous avons fait donc de la résistivité électrique. On a fait toute l'étude de la section en plusieurs sections. Et ce que la résistivité a montré, c'est qu'on avait donc ces coins de glace situés dans les 10 premiers mètres. Mais également, à certains endroits, on avait d'autres spots de haute résistivité qui apparaissaient et qui suggéraient qu'on pouvait encore avoir de la glace plus profondément, entre 14 et 20 mètres de profondeur. Une autre chose que la résistivité a montré, c'est que si vous regardez ces points orange ici, vous voyez qu'il y a des points de très basse résistivité et on est en train de se demander, en fait, on commençait à se demander si c'était pas de l'eau qui circulait entre le lac et la rivière à travers le pergélisol. J'ai un chien qui est en train de se déchaîner. Si vous me donnez 1 minute, je vais régler l'affaire. OK. En suivant donc les études de géophysique, on a fait des forages qui sont basés sur les études de géophysique pour voir exactement ce qu'on avait et confirmer les observations de la géophysique. Et en effet, on a trouvé dans tous les forages, dans une bonne partie des forages, la présence des coins de glace que l'on observait sur les glissements de terrain. On les a également trouvés sous la route. Donc, c'est tout un réseau de polygones de coins de glace qui sont connectés et qui se répartissent à peu près jusqu'à 10 mètres de profondeur. Donc ça, c'est la glace qui est responsable des glissements de terrain. Ensuite, en effet, en faisant des forages plus profonds, on a trouvé un deuxième type de glace. Donc vous voyez ici les photos des glaces que l'on a échantillonnées. La photo du haut, c'est une photo de coin de glace, tandis que la photo du bas, c'est cette deuxième glace qu'on a échantillonnée plus profondément, entre parfois 14 mètres et 20 mètres, ou bien entre 17 mètres et 24 mètres en fonction de l'endroit. Et cette glace est quand même assez massive. On peut en avoir à peu près 6 ou 7 mètres d'épais. En théorie, elle n'est pas impactée par le dégel du pergélisol pour le moment, mais dans le futur, c'est une possibilité. Oui. Ensuite, nous avons instrumenté ces forages avec des câbles de température.
Et ce que nous avons observé, c'est que par endroits, on pouvait avoir de l'eau qui se propageait entre les corps de glace massifs du haut et le corps de glace massif du bas. Et si on met tout ensemble, si on replace les forages les uns avec les autres, par rapport au lac, au niveau du lac et par rapport au niveau de la rivière, on voit qu'en effet, il est possible qu'on ait de l'eau qui circule du lac vers la rivière au sein du pergélisol. C'est un souci parce que... Ah, excusez-moi, je vais être encore obligé de m'interrompre. Oui, donc un des possibles risques auxquels on n'avait pas pensé avant, c'est qu'éventuellement, à un moment donné, l'eau du lac trouve son chemin jusque dans la glace de sol et puisse éventuellement faire un chenal, comme ça a déjà été observé proche de la route, et éventuellement que le lac puisse se drainer. C'est un risque mineur, mais c'est un risque potentiel. Pour confirmer cette hypothèse, on travaille avec l'Université de Montréal pour échantillonner de l'eau et de la glace un peu partout sur ce site et essayer de produire un modèle hydrologique des déplacements d'eau dans le pergélisol pour ce site. Donc, on a échantillonné la rivière, le lac, la glace dans le pergélisol, la couche active. Et pour le moment, on arrive à peu près avec ce diagramme-là pour expliquer à peu près le modèle de terrain que nous avons pour ce site. Le deuxième site d'implémentation est un site situé près de Whitehorse. Il s'agit d'un glissement de pente rétrogressive. Vous voyez ici une image satellite, une image de drone que l'on avait fait en août dernier. Donc, c'est une de nos plus récentes. Et cette image montre la progression de ce glissement de pente depuis 2016, pardon, depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, à peu près. Et depuis 2016, à l'époque, le mur du glissement de pente était situé à peu près à 105 mètres de la route. Et aujourd'hui, le glissement de pente est à peu près à 60 mètres de la route. Donc, on a perdu une cinquantaine de mètres en l'espace de 4 ans. Vous comprenez où est le problème. Si vous voyez que la route, cette route-là, c'est la route de l'Alaska Highway, c'est cette route qui connecte donc le continent des États-Unis jusqu'à l'Alaska et diverses communautés. Donc, ce site commence à avoir à causer de sérieuses inquiétudes au service du gouvernement du Yukon. Donc, on a commencé à étudier le site. On a découvert le site l'année dernière. On a commencé à l'étudier en urgence. On a mis en place des benchmarks pour suivre le mouvement du sol. Comme vous pouvez voir sur cette photo, ici, c'est des arbres qui sont fendus en deux par des craques qui se forment sur la surface du sol, entre le glissement de terrain et la route. Donc, il y a aussi des mouvements de glissement à la surface du sol. On a également procédé à de la géophysique pour essayer de cartographier la distribution de glace dans le site. Donc, ici, nous avons fait quatre profils de ERT. Et ce que l'on voit, c'est que proche du glissement, on a beaucoup de glace. La quantité de glace réduit à peu près en s'approchant de la route. Mais si on observe les profils qui ont été faits de part et d'autre de la route, on voit qu'il y a quand même encore de la glace située dans les 10 premiers mètres du profil proche de la route. Donc, il y a une possibilité pour que le glissement de pente continue à se propager, atteigne la route et emporte la route. On a fait une espèce de carte donc de la distribution de la glace en se basant sur le ERT. J'ai mis ici quelques photos montrant la glace sur le mur du glissement de pente et avec des photos des sections du glissement de pente. Le glissement de pente a été actif chaque année. Il n'arrête pas. Il a encore bougé il y a quelques jours. Parfois, vous avez des vidanges de sédiments qui se font dans la rivière, comme ce fut le cas l'année dernière, en septembre.
Donc, ça libère du matériel et ça a presque bloqué, ça a bloqué aux 2/3 la rivière. Vous pouvez voir que il y a déjà eu des glissements de pente par le passé. Ici, là où vous voyez le cadre rouge avec la flèche, c'est un ancien glissement de pente qui s'est produit dans les années 70, mais il s'est stabilisé, il s'est arrêté. D'après ce qu'on a observé sur la résistivité, c'est probablement parce qu'il n'y avait pas de glace sous la route et que le glissement est arrivé à court de glace. On a fait des forages, donc en anticipation pour instrumenter le site avec un système d'alarme, on a fait des forages qui ont été instrumentés avec des sondes de température, des sondes d'humidité, mais aussi des inclinomètres pour essayer de quantifier les mouvements et d'enregistrer les paramètres. Un des forages a été spécialement instrumenté pour partir dans la slump. Moi, je l'appelle ça un crash test forage. Mais l'idée, c'était, on va instrumenter le forage, et à l'époque, le forage était à 6 mètres du mur du glissement de pente. On a instrumenté le forage pour être capable d'enregistrer tous les paramètres liés avec le glissement de la pente. De telle manière à ce que, et on a un autre forage plus en arrière qui aussi enregistre les paramètres. L'idée est de dire, si on a ces paramètres, on est capable d'établir des paliers et peut-être de fixer ces paliers pour alerter le manager de la route quand le glissement de pente est rendu très proche ou proche d'un autre site. Pour être capable de calibrer donc le système d'alarme, ça nous prenait ces données. Et comme vous voyez ici, ça a parfaitement marché en fait. Le forage a été libéré au courant du mois d'août. Et nous avons récupéré des données d'inclinomètre, mais aussi des données de température qu'on n'a pas encore eu le temps d'analyser. Ça va être en cours de route. Ça va être fait dans les prochains mois. Une autre chose qui nous intéressait, c'est qu'on a observé qu'on avait aussi de l'eau qui suintait le long du mur du glissement de pente. Et on voulait être capable de voir éventuellement où cette eau passait. Donc, on a essayé pour la première fois de faire de la tomographie électrique en 3D cette fois, mais aussi on a essayé d'utiliser de l'électromagnétisme. L'électromagnétisme, c'est un peu la même chose que le ERT, sauf qu'on utilise une antenne qui envoie des ondes dans le sol et on mesure cette fois la conductivité du sol. Donc, ici, je vous présente la grille que nous avons utilisée de 40 mètres sur 40 mètres entre la route et le glissement de pente. Et ici, je vous montre le résultat du ERT. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que proche de la route, on est déjà quand même assez chaud. C'est normal, il n'y a plus de végétation. Et on observe ces zones bleues qui sont probablement des zones riches en glace. Mais on n'a pas vraiment été capable de voir de l'eau dans cette étude. En revanche, dans le ERT en 3 dimensions, ce que je montre dans cette photographie, c'est on a séparé 2 choses, d'accord? Normalement, on a toutes les données qui apparaissent d'un bloc, mais là, on a fait des isocontours pour certaines valeurs de résistivité. La verte, cette couche verte représente la distinction entre du pergisol chaud et du pergisol un peu plus froid. Et ce corps bleu représente des zones riches en glace. D'accord? Et donc, ce que l'on observe ici, c'est qu'on a comme une espèce de tunnel au sein du pergélisol. Et on peut le voir également dans cette représentation, qui est probablement l'endroit où l'eau est en train de passer et aide au développement du glissement de pente. En arrière, vous voyez toujours ces zones bleues, là, qui sont en fait les zones riches en glace. Et cette dernière image présente les 2 études mises ensemble et qui coïncident assez bien, où on voit les zones riches en glace sur le ERT et riches en glace sur l'électromagnétisme qui se matchent assez bien. Donc, c'était un essai. Ça n'a jamais été fait avant. Je pense pas que j'ai jamais vu ça dans la publication non plus. Donc, c'est vraiment pour essayer de comprendre vraiment l'impact de l'eau souterraine sur la dégradation du pergélisol dans les sites de glissement de pente. Voilà, j'arrête ici.
J'ai mis ici toutes les références des travaux qui vous ont été présentés, ainsi qu'un lien éventuellement si vous voulez télécharger ces rapports. Merci. Merci Fabrice pour la présentation très, très intéressante. Est-ce qu'il y a des questions? Nelly, est-ce que tu veux poser ta question? Ah, peut-être elle n'a pas un micro. Nelly veut savoir pourquoi... ouais. La collaboration avec, avec l'Université à Montréal, c'est... Parce que ils ont, le professeur Daniel Fortier a déjà travaillé sur les mouvements d'eau dans le pergélisol, dans un site le long de la Skyway, près de Beaver Creek. Et ils ont des capacités analytiques que nous n'avons pas en matière d'isotopie et d'analyse des cations et des ions et des anions dans l'eau. En plus, c'est un projet qui a été développé dans le cadre d'un network de Transport Canada. Et ce network offre l'occasion de développer des collaborations entre différents chercheurs. Donc, ça a été aussi dans ce contexte-là. Mais essentiellement, c'est parce que, grosso modo, nous avons certaines capacités, mais pas toutes les capacités de faire tout ce que l'on veut, parce qu'on est quand même une université assez isolée, dans une commune de 40 000 habitants. Et pour certaines affaires, on préfère développer des collaborations avec des experts. Et vous êtes chanceux que vous avez été capable de faire la recherche cet été, parce que il n'y avait pas grand monde qui a monté dans le Nord cette année. Dans ce site-là, c'était assez simple parce que c'est assez proche de Whitehorse, c'est à 30 km de là où j'habite. On a fait quelques travaux, mais on a eu quand même pas mal de restrictions par rapport à la sécurité. On ne devait pas s'arrêter dans les communautés, donc on n'a pas pu travailler avec les communautés. On a dû camper parce qu'on ne pouvait pas avoir accès à certaines accommodations. Donc, on était plus chanceux que d'autres, c'est vrai, mais on n'a pas nécessairement pu faire tout ce que l'on voulait non plus. Puis, est-ce que tu fais le recrutement des étudiants? Je vois beaucoup d'étudiants parmi les participants. Je veux savoir si tu fais le recrutement des collaborateurs puis des étudiants. Eh bien, nous avons des collaborateurs et nous pouvons encadrer des étudiants. À date, on vient juste de devenir une université. Donc, on est en train de travailler sur la question pour offrir des crédits, par exemple, de recherche, mais ça ne va pas venir tout de suite. Mais oui, on a des étudiants qui collaborent avec nous. J'en co-dirige. D'ordinaire, l'étudiant est inscrit dans une université du Sud. Ça peut être l'Université Laval, Carleton, peu importe. Mais oui, on peut inclure des étudiants dans les projets. Ça a déjà été le cas. Il s'agit juste de trouver une collaboration. OK, ça veut dire que UQAM n'a pas le statut de former les étudiants gradués à date, c'est ça? Pas encore. Ah. Ça va prendre de créer un programme ou un partenariat. On est toujours dans le, qu'on appelle ça, là, la filière, on va dire dans la filière des collèges au point de vue des subventions, hein, avec le CRSNG. Ça devrait venir. Mais comme je disais, si on peut inclure des étudiants dans nos projets. Il s'agit juste d'établir une collaboration avec un directeur de recherche dans le Sud.